Merci de regarder Kavi TV. Bonsoir, bienvenue au sommaire. Après une période de pénurie, le prix du sac de ciment connaît une forte hausse à Conakry, passant de 80 000 à 95 000 francs guinéens, une augmentation jugée incompréhensible par de nombreux citoyens. Ils appellent les autorités à prendre des mesures concrètes pour stabiliser les prix et éviter de nouvelles flambées. Et puis le vice-président de l'UPR, Amadou Ourilemi Diallo, jeune frère de feu Siradio Diallo et ancien gouverneur de la région de Mamou, est décédé le 23 juin, a reçu tous les honneurs ce mercredi en présence de proches, d'anciens collaborateurs et de responsables politiques. Un symposium d'hommage a été organisé au siège de l'UPR pour saluer sa mémoire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Depuis quelques semaines, un manque de ciment est constaté sur le marché en Guinée, provoquant une hausse du prix. Dans les magasins visités par nos reporters ce mercredi, les prix ont grimpé à grande vitesse. Un sac de ciment vendu auparavant à 80 000 francs est aujourd'hui à 95 000 francs guinéens. Une situation qui inquiète vendeurs et consommateurs. Reportage Germaine Mansaré et Radija Kaba. La crise de ciment devient une véritable préoccupation à Conakry. La flambée du prix dans les points de vente affecte considérablement les activités de construction. Les commerçants pointent du doigt ce qui fixe les prix de manière incontrôlée. Ibrahima Sori Kamara est vendeur et fournisseur de ciment au quartier Yimbaya. Le prix de ciment n'a pas augmenté, ça a ajouté un peu 2000 francs. Mais le problème, c'est le problème de transport. Et le problème de ciment doux, c'est ça qui est en crise en Guinée pour le ciment. Le prix des ciment n'est pas augmenté, comme les gens veulent dire. Vous avez en Guinée, chacun a son parole, chacun a son mot, chacun a son vision, chacun a son manière de dire, manière de faire, c'est comme ça en Guinée. Mais le ciment n'est pas augmenté. Doumbouya n'a jamais prononcé le mot là, le ciment est augmenté. C'est un problème de transport. Tous les camions sont en ciment doux. Par exemple, moi, on me paie à 10 000. Je vois quelqu'un qui me paie à 30 000. Vous voulez que je parte où? Je pars pour 30 000. C'est comme ça, ça se passe. Sinon, le prix des ciment n'a pas augmenté. Un sac de ciment à l'heure, là, c'est 95 000, 42,5, 32,5, 90 000. Rencontré devant un magasin, Yamoussa Silla, maçon de profession, partage son inquiétude face à cette hausse. Le prix a vraiment augmenté. Avant, on achetait le sac à 80 000 francs guinéens. Maintenant, c'est à 95 000 francs. Moi, je suis maçon. Donc, forcément, ça m'inquiète. Tout le monde parle de ciment doux. Mais la réalité, c'est que la situation est devenue très compliquée. Il n'y a aucun rabais. Vous avez vu vous-même, j'ai donné 80 000, il m'a demandé de compléter. Et au final, il m'a juste rendu 5 000 francs comme monnaie. On a besoin que les autorités interviennent. Face à cette crise, les acteurs du secteur appellent les autorités à intervenir pour régler cette flambée et garantir un approvisionnement stable. En attendant, les citoyens tentent de s'adapter, mais la situation reste alarmante. L'éducation financière est une arme qui doit guider chaque citoyen et acteur du domaine. Au Crédit Rural de Guinée, cette notion est vivement recommandée à tous pour une gestion efficace et responsable des ressources financières, un comportement qui permet non seulement de préparer l'avenir, mais aussi d'éviter les dépenses inutiles ou le gaspillage. Les responsables de cette institution de microfinance en ont fait leur cheval de bataille pour conscientiser les acteurs en Soubaï-le-Baldé. L'éducation financière doit être enseignée et conseillée à tout investisseur ou consommateur de services financiers pour un comportement responsable à la gestion des finances. Ce travail est bien entretenu au sein de Crédit Rural de Guinée. L'idée est de cultiver l'esprit d'épargne pour tout fonds destiné aux finances. À tous les clients, le directeur commercial et de la communication de Crédit Rural de Guinée a adressé ce message. Le conseil souvent d'éducation financière que nous donnons à nos clients, la première des choses, c'est d'apprendre à épargner. Mettre quelque chose toujours de côté. Quand on a fait une affaire,
on se bat pour que le minimum, les 30% de ce qu'on a gagné minimum, soit mis de côté et qu'une partie aussi rentre dans un cycle qui peut produire des revenus. Que tout ne soit pas destiné à la consommation, à la satisfaction immédiate des besoins, mais qu'on prévoie aussi quelque chose pour l'avenir. Avec l'épargne constituée, on peut éventuellement entreprendre quelque chose. On peut faire face aux imprévus qui arrivent. C'est toujours bien d'épargner quelque chose. Et c'est qu'il ne faut pas minimiser ce qu'on gagne pour ne pas épargner. Il faut toujours se dire que ce qu'on gagne, il y a quelque chose qu'on peut toujours mettre de côté pour pouvoir s'en sortir. En plus de l'épargne, les utilisateurs sont invités à la culture du remboursement des crédits. Ces dernières années, Crédit Rural de Guinée, institution de microfinance, a réussi à aider dans le changement de mauvaises pratiques. Le chemin a été dur, mais l'institution de microfinance a tout de même réussi à faire changer les mentalités. Le Crédit Rural de Guinée, quand on s'est installé en 1989, il y avait la trace encore des banques d'État. Les gens avaient perdu un peu cette culture de remboursement parce qu'on pensait que c'était la banque du peuple, c'était la banque de l'État. Quand on te prête, bon, si tu es pour la révolution, peut-être que ça va être un peu plus facile. Mais aujourd'hui, cet état d'esprit a changé. Les gens savent, à l'intérieur surtout, que quand vous prenez l'argent du Crédit Rural de Guinée, cela est à rembourser. Et on a travaillé dans ce sens pour que les gens sachent que le contrat, ça s'honore, les crédits, ça se rembourse, pour que non seulement vous soyez à l'aise, mais aussi vous préparez les futurs investissements avec la confiance qui est créée. Il faut connaître et avoir une éducation financière pour se préparer à être sensible aux risques et aux opportunités en matière de finances. Cela permettra de se mettre à l'abri des difficultés, conseille Sékou Mohamed Kondé, directeur commercial et de la communication de Crédit Rural de Guinée. La route secondaire qui traverse le secteur Mariama Diallo dans le quartier Antamarché, commune de Tumboulia, est dans un état déplorable. Des travaux de construction de cette infrastructure routière entamés depuis 2 ans traînent encore. Le chantier est à l'arrêt et les citoyens s'impatientent de connaître la fin des travaux avec l'arrivée des grandes pluies. Mohamed Lamine Dafé et Bangali Kamara y ont fait un tour. Regardez. En cette période de pluie, les riverains de la route à Antag-Marché sont confrontés à d'énormes difficultés pour leur déplacement. Il s'agit de tout un calvaire pour les habitants. Des ordures évacuées vers les maisons par les eaux de ruissellement à la suite de chaque pluie tombée sur Conakry. Les travaux entamés depuis 2 ans sont à l'arrêt. Une situation qui amène les citoyens à interpeller les autorités. Les travaux sont au ralenti. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide pour que cette route soit assurée. Depuis que la saison pluvieuse a commencé, l'eau a débordé la route jusqu'à rentrer dans la mosquée, en bas et dans certaines maisons. Les ordures ont été éparpillées dans les rues. Le chef de quartier et les jeunes se sont mobilisés pour nettoyer toutes les ordures. Mariama Kamara, citoyenne, dénonce ce qu'elle appelle incivisme de certains citoyens qui déversent les ordures pendant la pluie. Nous avons connu beaucoup de dégâts, surtout à cause des ordures. Même si la pluie tombe en petite quantité, les ordures quittent la eau pour se diriger vers nos maisons. Nous avons ramassé des ordures jusqu'à se fatiguer. Nous sommes dans une cour. Chacun a sa poubelle. Nos enfants jettent les ordures dans la grande poubelle. Nous ne mettons pas de ordures sur cette route. Nous demandons de l'aide.
La construction de cette route revêt d'énormes importances pour les usagers et les habitants du quartier, car elle se situe au milieu des deux transversales reliant le quartier Antag à la route Le Prince et désengorge la circulation routière au niveau de la route Fidel Castro pendant les embouteillages. Si cette route est réalisée, nous aurons les raccourcis qui vont diminuer des embouteillages. Les travailleurs peuvent rentrer à temps et sortir à temps. Au moment où nous réalisions ce reportage, une entreprise de construction des routes était à pied d'œuvre pour les travaux de canalisation. Malgré les citoyens du quartier ne manquent d'exprimer leurs préoccupations. Pour améliorer l'accès aux soins à Sigiri, Issa Kanté, en partenariat avec l'association des descendants de Soumaoro Kanté ADSK, a initié un vaste projet de construction d'un hôpital. Lancé en 2010, le chantier est aujourd'hui à l'arrêt faute de moyens financiers. Malgré cette réalité, Issa Kanté garde encore espoir de voir ce projet achevé. Guibabari et Ousmane Kamara, reportage. Cet hôpital non achevé qui comporte tous les services est construit sur 12 parcelles, dont 4 sont en réserve. Selon Issa Kanté, membre de l'ADSK, cette action vise à accompagner le gouvernement. C'est en 2010 que j'ai commencé à avoir les possibilités de commencer à construire l'hôpital. On a construit 8 bâtiments qui comprennent tous les services. Tous les services sont inclus dans les 8 bâtiments-là. Et ça contient plus de 400 lits. Je veux dire que c'est une idée personnelle, mais c'est pour aider l'État guinéen à prendre soin de sa population. Principalement le gouvernement guinéen. Parce que l'État, c'est une continuité. On a commencé au temps de Dadis, je crois bien, en 2010. Et aujourd'hui, on est au temps de M. Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya. Une bonne volonté pour aider le gouvernement à aider sa population. Et avec ça, on a dit que de faire un CHU Soumaoro Kanté, dénommé Soumaoro Kanté. Ce chantier est aujourd'hui à l'arrêt faute de moyens financiers. Issa Kanté lance un appel à l'aide aussi bien aux autorités qu'aux personnes de bonne volonté afin de relancer ce chantier. Actuellement, je suis bloqué parce que je n'ai pas les moyens. Je suis entrepreneur et l'entreprise ne marche pas. Les travaux sont arrêtés. J'aimerais les bonnes volontés et le gouvernement et l'État de venir à l'aide à ce qu'on achève ce grand œuvre pour le bien-être, non seulement de la population de Sigiri, mais de toute la Guinée et toute la région. Même les Maliens viendront se traiter ici. On a 2 grandes sociétés minières qui sont là, dont les malades sont évacués chaque fois à Conakry ou bien à Bamako. Pourquoi pas chez nous ici? Et si cet hôpital est terminé, les malades seront évacués directement ici et ils seront traités ici. Donc vraiment, je demande aux bonnes volontés et au gouvernement guinéen de venir à l'aide pour que ce service soit au service de la population guinéenne. Au-delà de l'hôpital, il est aussi prévu de construire des centres de formation pour permettre aux jeunes de se former à divers métiers et ainsi favoriser leur insertion socio-économique. Je vous l'annonçais au sommaire, décédé le 23 juin dernier des suites de maladie. Un symposium s'est tenu au siège de l'UPR ce mercredi pour saluer la mémoire d'Amadou Ouri Lemi Diallo, vice-président du parti, ancien gouverneur de la région de Mamou. Il était également le jeune frère de feu Sirajo Diallo, autre figure marquante du parti. Mamadou Tanouba. Amadou Ouri Lemi Diallo était un très proche collaborateur de Ba Ousmane, président de l'Union pour le progrès et le renouveau UPR. Il était depuis 2008 le vice-président de ce parti fondé par son défunt frère Sirajo Diallo. La mort d'Amadou Ouri Lemi à l'âge de 83 ans a beaucoup affecté Ba Ousmane et il l'a fait savoir devant les militants et les membres de la famille biologique du disparu. Dans le service public, en sa qualité de gouverneur, il s'est distingué par son engagement, son dévouement, son sens du devoir accompli avec rigueur,
et toujours à la recherche de la perfection. Assiduité, ponctualité, que dis-je encore, le don de soi pour autrui, oui, toujours présent pour les autres au mépris de moi, caractérise l'homme que j'ai côtoyé des années durant. Ce qui me fait alors dire, sans risque d'être contredit, que la disparition de Lémi représente une grande perte, aussi bien pour le parti que pour ce pays. Le frère cadet de la famille et les enfants de l'ancien gouverneur de la région de Mamou de 2010 à 2021 ont rappelé ce qu'ils retiennent de feu Amadou Lémi Diallo. Lémi est revenu en Guinée en 1984 et s'est installé à la ville. Il a participé activement à la vie sociale et politique au niveau de la ville et dans toutes les régions de la Moyenne Guinée. Comment vous dire en si peu de temps qui était mon père et ce qu'il représentait pour moi? Les personnes qui me connaissaient depuis que je suis petit vous diront que mon père était toute ma vie. L'ancien gouverneur de la région de Mamou et vice-président de l'UPR sera inhumé à l'Abbé le vendredi 27 juin. Après 12 jours d'affrontement entre l'Iran et Israël, le président américain Donald Trump appelle à un cessez-le-feu entre les deux pays, un appel accueilli avec prudence par un observateur qui doute de sa faisabilité. Ce dernier appelle plutôt la communauté internationale à prendre des sanctions contre les responsables de cette escalade. C'est un reportage signé Kadija Kaba et Ansoubaï Baldé. L'analyste politique Laye Moussa Kouyaté pense que l'appel de Trump est surtout un geste politique, pas vraiment une solution sérieuse pour arrêter la guerre. Il affirme que sans accord entre l'Iran et l'Israël, la paix ne sera pas possible. 3 enjeux majeurs qu'il faut déplorer d'ailleurs par rapport à le fait que moi je pense, notamment l'enjeu politique, l'enjeu économique et l'enjeu juridique. L'enjeu politique, aujourd'hui qu'il y a un cessez-le-feu, d'accord, après les 12 jours de conflits que l'humanité a connus, il y a eu un cessez-le-feu. Mais il faut, de côté politique, il faut garder des instituts, mettre en tête que est-ce que c'est vraiment un cessez-le-feu qui est réel? Puisque aujourd'hui, il y a vraiment deux poids, deux mesures, que je répète encore, qui a existé dans ce conflit. Donc aujourd'hui, après que les États-Unis aient terminé leur bombardement, disent maintenant de mettre fin à un conflit qui a duré pendant 12 jours, qui a touché des infrastructures modernes. Face à cette situation, Laye Moussa Kouyaté demande à la communauté internationale d'agir. Il propose des sanctions contre ceux qui ont causé la guerre pour essayer de calmer la violence et relancer les discussions. Du point de vue juridique, qui constitue aujourd'hui un dernier enjeu majeur qu'il faut noter dans ce conflit, après ce cessez-le-feu, que la communauté internationale se réveille, que la communauté internationale se réveille, fasse en sorte que les sanctions pleuvent comme une neige, et que les États qui ont cautionné de façon injustice, de façon inégale, ce conflit, se voient derrière les barreaux pour répondre à leurs acquis en commun. D'ailleurs, pas seulement que sur les infrastructures militaires, mais aussi sur la population civile. En attendant, la tension reste forte et ce sont les populations civiles des deux côtés qui souffrent le plus dans ce conflit. Et puis, l'opposant tchadien Succès Masra, incarcéré depuis plusieurs semaines, annonce avoir entamé une grève de la faim ce mardi 24 juin 2025. Et dans une lettre adressée au peuple tchadien, lue publiquement au siège de son parti Les Transformateurs, il dénonce son arrestation jugée injustifiée et appelle le peuple tchadien de continuer à avancer dignement et dans toutes circonstances. Bangali Camara. Depuis sa cellule, Succès Masra, ex-premier ministre et opposant politique tchadien, dit avoir lancé une grève de la faim à compter du mardi 24 juin 2025. Dans une lettre adressée au peuple tchadien,
Il se présente non seulement comme un homme injustement emprisonné, mais surtout comme le symbole d'une lutte de celle d'un peuple en quête de justice, de dignité et de liberté. Ce geste intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, quelques semaines après l'élection présidentielle controversée du 6 mai 2024, dont les résultats ont été largement contestés. Incarcéré depuis 40 jours pour des faits d'incitation à la haine et complicité présumée dans les violences meurtrières de Mandakao, Masra dénonce ce qu'il qualifie de manœuvre politique pour faire taire l'alternative. Le choix de la grève de la faim n'est pas anodin. Masra, en recourant à ce moyen extrême, semble vouloir replacer le débat politique sur le terrain moral et se présente comme victime d'un système répressif, espérant transformer sa détention en levier de mobilisation nationale et internationale. Reste à savoir si ce mouvement silencieux sera suivi d'un écho réel de la population ou s'il s'éteindra dans l'indifférence. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très vite sur KVTV.